Amis du puzzle La Vérité, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Alors aujourd'hui, j'ai le retour d'une dame qui va faire un nouvel épisode sur ce qu'on appelle le dysfonctionnement de la justice. Cécilia, est-ce qu'elle est là? Oui, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Christophe. Bonjour Cécilia. Bon, Cécilia, tu es mon invitée de nouveau parce que on va faire un nouvel épisode parce que tu as des choses à dire. Et ce que je vais faire, je vais te laisser la parole et tu vas nous raconter encore tout ce que tu subis, tout ce que tu as dans ton environnement. Vas-y, Cécilia, tu as la parole. Oui, merci Christophe. Bonjour Christophe, bonjour à tous ceux qui regardent. Donc, je tenais quand même en préambule, Christophe, à quand même dire que le titre dysfonctionnement me semble-t-il inapproprié parce que là, on peut parler vraiment de système mafieux. Il n'est plus question de parler de dysfonctionnement de la justice, mais là, c'est carrément un système mafieux, bien huilé, bien orchestré. Donc voilà, nous avons affaire à une mafia digne de la mafia calabraise, de la 'Ndrangheta, de la Camorra. C'est une mafia, hormis que celle-ci porte une robe noire, un col blanc. Donc c'est une mafia institutionnelle extrêmement dangereuse et qui est aux manettes, qui a tous les pouvoirs, le pouvoir de détruire la société, de détruire les justiciables, de détruire les citoyens et bien évidemment détruire les citoyens honnêtes, parce que on peut se rendre compte au fil du temps que les voyous, les escrocs, tous ceux qui dilapident l'économie comme les mandataires judiciaires, tous ces avocats complices de ce système, eux, sont protégés et ce sont les victimes qui sont mises au pilori, comme en l'occurrence nous, Consort Villano, ou des milliers, voire des millions de victimes qui se comptent à travers toute la France. Nous pouvons citer l'aide sociale à l'enfance, les enfants placés, qui représentent un business lucratif, les tribunaux de commerce avec l'expoliation des entreprises, l'expoliation des maisons, des biens, les curatelles, les tutelles. Tout est bon dans le cochon, comme dirait l'autre, pour faire un vilain jeu de mots. Tout est bon dans le cochon pour spolier les Français, détruire l'économie française, les justiciables honnêtes et s'enrichir à coups de milliards placés dans les paradis fiscaux. Donc voilà, je pense que le terme dysfonctionnement, il faudrait peut-être changer parce que c'est un système carrément qui est mis en place depuis des décennies. Alors, donc voilà, Christophe. Je ne te contrarierai pas sur ce que tu viens de dire, d'accord? La preuve, c'est que tu amènes des pièces, tu parles, mais tu avais amené plusieurs pièces du puzzle en même temps, donc, mais c'est ça. Donc, alors, pour démontrer ce que tu dis, je te laisse la parole pour raconter ce que tu subis. Vas-y, Cécilia, alors. Tout à fait, Christophe. Tu sais que comme j'expliquais la dernière fois, les réseaux sociaux sont, je veux dire, il y a de tout sur les réseaux sociaux. On a suffisamment subi le terme de complotiste. On se fait, je veux dire, on subit je veux dire, cette étiquette de complotiste parce que nos détracteurs, les criminels que nous avons en face, disent que les réseaux sociaux sont remplis de gens d'affabulateurs, de gens qui racontent des salades. Moi, je ne fonctionne qu'avec des pièces, des preuves incontestables, comme je l'ai expliqué la dernière fois, avec les 4 procès-verbaux falsifiés par un commandant de police, donc une personne de l'autorité publique, donc sous serment. Donc ce n'est plus un délit, c'est un crime. Donc ce sont des criminels. Donc tous ces gens-là sont des criminels. Dans les criminels, il y a les magistrats. Je précise, attention, il y a encore dans notre système judiciaire des magistrats honnêtes, des magistrats intègres, mais qui
qui sont une minorité. Il y a ceux qui appliquent encore la loi, qui appliquent les textes, qui respectent les justiciables, et il y a ceux qui certainement subissent des pressions, sont empêchés de faire leur travail et qui sont mis au pilori avec certainement des menaces de rétrogradation de leur voilà, ils descendent au niveau de leur titre. Voilà, donc je précise encore une fois, je ne jette nullement l'anathème, l'opprobre sur l'institution judiciaire dans son ensemble, mais je pointe, je cite, je nomme, je montre les photos de ces magistrats criminels, mafieux au sens large du terme, avec les avocats, avec les greffiers, avec les huissiers, qui sont toute une association de malfaiteurs agissant en bande organisée et dont le seul but est de spolier la France, de dépouiller la France et les justiciables, bien entendu, honnêtes comme nous, qui, je le précise encore une fois, sommes des honnêtes citoyens qui n'avons jamais eu affaire à la justice avant cette satanée histoire de construction de maisons. En fait, ça part de pas grand-chose, ça part d'une construction d'une maison, d'un divorce. Un couple qui a des difficultés, qui fait appel à une assistante sociale, se retrouve dans la machine judiciaire, dans les rouages de la machine judiciaire, et du jour au lendemain, deux victimes se retrouvent en position de coupable, comme nous. En l'occurrence, c'est ce qui nous arrive depuis le jour où nous avons eu le malheur de croiser la route de ce constructeur Issane Soissal, qui s'est avéré être un véreux, un mafieux, un franc-maçon qui avait derrière lui des magistrats, des avocats qui le soutenaient, un mandataire judiciaire, Christian Ripert, toute une clique de magistrats d'Avignon et de Nîmes, et le mandataire donc, que j'ai nommé Christian Ripert, des avocats, toute une bande de malfaiteurs. Donc voilà, donc je ne jette pas l'anathème sur tous les magistrats, que ce soit bien clair, parce qu'il a été suffisamment dit dans les écritures de ces avocats mafieux, en l'occurrence comme l'avocat Olivier Maurice, qui est l'avocat de la juge mafieuse Constance de Franceschi, donc Olivier Maurice du barreau de Paris, qui a dit que nous jetions le discrédit sur l'institution judiciaire. Je m'inscris totalement en faux, parce que là, c'est ni plus ni moins de la diffamation, parce que je l'ai suffisamment dit et redit et écrit, et je le répète encore aujourd'hui dans cette vidéo, il y a des magistrats honnêtes. Donc voilà, et donc ceux-là, je tiens à leur rendre honneur. Et malheureusement, à ce jour, dans notre affaire, nous n'avons pas rencontré de magistrats honnêtes, d'autant plus que je précise que la juridiction d'Avignon et la juridiction de Nîmes, pour trouver des magistrats honnêtes, c'est assez difficile. Et en particulier la juridiction de Nîmes, qui a la réputation d'être appelée la boucherie judiciaire. C'est une des juridictions les plus impitoyables de notre système judiciaire. Voilà. Donc, je ne m'explique pas la raison, mais c'est de notoriété publique que la juridiction de Nîmes est la juridiction la plus impitoyable. Et dernièrement, j'ai eu ouï dire que l'avocat, que je ne porte pas spécialement dans mon cœur, l'avocat Gilbert Collard aurait fait une vidéo que j'ai eu du mal à retrouver. Donc, mais manifestement, cette vidéo existe. Il dit que la juridiction de Nîmes est une juridiction des plus dangereuses, des plus impitoyables. Donc, voilà. Bon. Donc, je referme cette parenthèse. Donc, voilà, aujourd'hui, si je suis à nouveau devant toi et devant les spectateurs qui me regardent, c'est pour parler de ce qui s'est passé, les suites de l'audience qui s'est tenue donc devant la cour d'appel de Nîmes le mardi 13 juin. Je l'avais évoqué dans ma dernière vidéo avec toi, qui concernait donc le procès qui nous était intenté par la juge d'instruction Constance de Franceschi, qui était juge d'instruction sur Avignon, qui est actuellement sur Carpentras, et le mandataire judiciaire Christian Ripert, qui est toujours chargé de la liquidation judiciaire de la SARL Les 5 éléments, la société qui était gérée par le constructeur mafieux Issane Soissal, qui nous a fait porter la responsabilité
de sa liquidation judiciaire, comme je l'expliquais la dernière fois, qui n'est pas une liquidation judiciaire, mais qui était une banqueroute. Tout était organisé parce que cet individu nous avons payé, nous, le chantier, nous avons payé l'intégralité du chantier. Nous en avons la preuve. J'ai montré la dernière fois le courrier assez édifiant que s'est permis de nous adresser ce constructeur et donc qui reconnaissait que nous avions payé l'intégralité du chantier. Et donc, les fonds étaient transférés en Turquie, à Antalya, pour acquérir des biens immobiliers. Et bien évidemment, Madame la juge d'instruction Constance de Franceschi, qui avait été saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, nous l'avions informée de tout cela et elle s'est bien gardée de délivrer une commission rogatoire en Turquie, Antalya, pour faire une enquête approfondie sur les fonds qui avaient été transférés en Turquie et elle avait donc refusé l'intégralité de tous les actes que nous avions demandés. Nous avions demandé la confrontation avec toutes ces personnes mises en cause dans notre plainte et bien évidemment, elle a rendu un non-lieu qui était en réalité, c'était déguisé, il y avait indiqué non-lieu, mais c'était en fait un refus d'informer parce qu'elle n'a absolument rien fait. Est-ce que je peux poser une question bête? Est-ce que je peux poser une question bête? Je t'en prie, bien évidemment. C'est ce qui fait avancer le débat. Est-ce que tu penses que cette juge, elle passe des vacances en Turquie? Écoute, alors là, tu sais que je fonctionne toujours avec des éléments de preuve. Je n'en ai aucune connaissance. Je sais tout simplement que toute cette bande fait partie de la franc-maçonnerie. Ça, j'en ai des éléments. Christian Ripper est un franc-maçon. Je te dis ça parce que j'avais eu une procédure, moi, très particulière avec mon mandataire, d'accord, celle qui m'a liquidé, d'accord, mais sauf que moi, j'avais réussi à avoir des photos d'une de ses propriétés, la mandataire, qu'elle avait en Afrique du Sud, d'accord. Oui. Et au moment, tu me l'avais évoqué. Voilà, donc, sauf que quand tu disposes de photos, tu peux même savoir qui sont les vacanciers qui viennent dans sa propre propriété, si tu vois ce que je veux dire. Bien évidemment, oui. Voilà. Et ben là, quand tu as le genre de preuve, tout le monde ferme sa gueule. Voilà. Tout à fait. Mais moi, je suis en train d'enquêter. Pour l'instant, je ne fais état que des éléments que je détiens en ma possession. Donc, je peux affirmer haut et fort. C'était une question que je posais. C'est tout. Tout à fait. Non, mais c'est bien. Ça fait avancer le débat. Mais je peux affirmer haut et fort que toute cette bande fait partie de la franc-maçonnerie, la secte maçonnique de la franc-maçonnerie, la secte criminelle. Donc, tout le monde se tient, tout le monde se rend service, la fraternité est là et donc voilà, on étouffe, on protège les criminels et on spolie, on continue à dépouiller les victimes. Donc, Madame Constance de Franceschi avait tout étouffé. Et comme je l'avais expliqué la dernière fois, donc j'avais écrit des courriers à Madame Constance de Franceschi quand elle avait rendu le non-lieu qui était en réalité un refus d'informer parce qu'elle n'avait rien fait hormis un semblant d'avoir convoqué le sujet turc Hüseyin Soysal pour un semblant d'audition et en fait il n'y a rien eu parce que il n'y a pas eu de confrontation, elle n'a pas accepté les actes qui auraient permis d'arriver à la manifestation de la vérité. Elle a tout étouffé, elle a laissé en fait la plainte sur un placard. Moi, quand j'appelais le greffe et que je tombais sur le greffier, celui-ci me disait, écoutez, adressez des courriers pour demander à Madame Constance de Franceschi ce qu'elle compte faire de votre plainte, parce que votre plainte est sur le tiroir, sur une étagère, et en fait, elle n'a rien fait. Donc, il a fallu, comme j'ai expliqué la dernière fois, que j'écrive à la chambre de l'instruction pour qu'elle nous convoque une seule fois 1 heure, alors que, en fait, c'était un dossier qui était complexe et tentaculaire. Il aurait fallu désigner 2, voire 3 juges d'instruction sur ce dossier. Non, on a désigné uniquement Madame Constance de Franceschi, comme je l'ai expliqué dernière fois, sur laquelle j'ai des doutes concernant sa capacité à instruire et dont j'ai de sacrés doutes, de sérieux doutes sur les diplômes qu'elle détient, parce que comme j'expliquais la dernière fois sur les soins transmis, elle n'est même pas fichue capable d'écrire son propre nom, elle n'est pas capable d'écrire dans un français correct. Donc, j'ai quand même des doutes sur sa capacité juridique
à instruire un dossier autant complexe qui impliquait une dizaine de mises en cause. Donc, j'avais donc écrit à Madame le juge d'instruction, moi seule, et ainsi qu'à Maître Christian Ripper, le mandataire judiciaire. Et c'est à partir de là que ces deux personnages ont porté plainte, et donc d'où l'affaire qui s'est tenue le mardi 13 juin devant la cour d'appel de Nîmes. La cour d'appel, pourquoi? Parce qu'il y avait eu un premier jugement qui nous avait condamnés sur des faux procès-verbaux. Comme j'avais expliqué la dernière fois, il y a eu 4 procès-verbaux, donc chaque fois ça a été modifié à la guise de Madame le juge, à la guise de Monsieur Philippe Guémas le procureur, à la guise de Monsieur Éric Morel. On enlevait, on rajoutait, on mettait une signature, on enlevait une signature, alors que un juriste sait que un procès verbal ne peut jamais être modifié. À partir du moment où une plainte est déposée, elle est signée, elle est tamponnée, terminée. On ne peut plus la modifier. C'est l'article 429 du Code de procédure pénale. Donc, ces personnes-là, la loi, ils s'en contrefichent pas mal. Et quand vous leur dites, vous violez la loi, oui, on viole la loi, et alors, on a tous les pouvoirs, on fait ce qu'on veut. Et voilà. Donc, c'est de la criminalité organisée, ce n'est plus du dysfonctionnement. Donc, mardi, nous avons été convoqués suite à la citation à prévenu, suite au premier jugement qui avait été rendu par le juge mafieux Jean-Michel Pérez, qui nous avait condamnés sur du faux, alors que toute la procédure en réalité devait tomber, puisque la citation, comme je l'avais expliqué, n'était pas signée, il n'y avait pas le nom du magistrat, alors qu'un acte juridique, il doit y avoir le nom du magistrat, je veux dire, qui lui fait porter la responsabilité de l'acte et qui lui donne force probante. Donc la citation n'était pas signée, pas tamponnée, pas le nom du magistrat. L'enquête était totalement viciée parce qu'elle était menée par Monsieur Philippe Guémas, le procureur qui s'était déjà lui-même retiré de l'affaire et qui avait confié donc à Madame Françoise Pierry de Gauthier, procureur général de Nîmes, qui a désigné donc Monsieur Éric Morel. Donc toute la procédure s'effondrait, telle une pyramide maçonnique qui devait s'effondrer. Et surtout, les procès-verbaux falsifiés à 4 fois. Là, il y avait vice de forme et vice de procédure. Donc toute la procédure était totalement anéantie juridiquement. Ben non, mais avec la mafia, non, ça se passe pas comme ça. J'avais fait une déclaration d'exception de nullité que j'ai envoyée de partout. J'ai déposé une plainte et mardi, quand nous nous sommes présentés donc devant la cour d'appel, bien évidemment, c'est toujours la même stratégie. Nous étions les premiers sur la liste des prévenus. Nous sommes passés les derniers. Nous étions convoqués à 8h30 et nous sommes passés aux alentours des 15h. Donc, nous étions les derniers. Toujours pareil, pour éviter la publicité des débats, pour éviter qu'il y ait des témoins, voilà, pour cacher toute leur forfaiture, leur pratique mafieuse. Sauf que moi, j'ai tous les éléments, je garde tous les éléments de tout ce qui se passe. Il y avait un témoin avec nous. Il y a eu également ce jour-là Madame Laurette Trintignant, qui n'est ni plus ni moins proche, elle a un lien de parenté avec l'acteur Jean-Louis Trintignant. Donc Laurette Trintignant, qui a vu ma vidéo et qui est venue, qui n'a pas assisté au débat jusqu'à la fin, parce que, comme j'ai expliqué, l'audience s'est tenue en fin d'après-midi. Elle avait des impératifs, donc elle est partie. Et elle, je précise que Madame Laurette Trintignant est victime de cette mafia. Elle a été spoliée. Elle a une grande propriété à Vergès, à côté de la source Perrier. Et bien évidemment, ils cherchent à tout, à la spolier de tous ses biens. Son mari, c'était. Faudrait qu'elle témoigne. Cécilia, faudrait qu'elle témoigne, cette femme-là. Bien évidemment, je pense que je vais l'inciter à faire un témoignage en ce sens-là, parce que c'est ce qu'il faut. Nous devons témoigner, nous devons dénoncer, laisser des traces de tout ce crime organisé. Voilà, bien évidemment. Donc, cette dame était présente, elle avait vu ma vidéo, et donc elle a reconnu ma bravoure et mon courage, et elle m'a dit, je tenais absolument à être présente. Donc, voilà, elle était au début, mais elle n'a pas assisté complètement au débat. Elle avait des impératifs. Donc, elle est partie.
Donc, voilà. Donc, Madame Laurette Trintignant, quand même, le nom, c'est un nom qui est quand même Ouais, connu. Le nom, voilà, elle a un lien avec l'acteur Jean-Louis Trintignant. Donc, voilà. Et donc, nous avons été entendus vers les 15 heures, et ben, l'avocat général, Pierre Coutenier, qui représente donc le ministère public, a osé nous reprocher d'avoir fait appel. Il a dit les consorts Villano n'ont pas compris le sens de leur condamnation. Mais monsieur Pierre Coutenier, je vais vous envoyer le lien de cette vidéo. Manifestement, monsieur Pierre Coutenier, avocat général, est-ce que vous connaissez le sens je veux dire, de l'appel? L'appel, ça consiste en quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le justiciable qui estime qu'il est victime d'une erreur judiciaire, donc c'est dans son droit, c'est dans le droit le plus absolu de faire appel pour qu'une première décision soit révisée et l'affaire rejugée et que le justiciable puisse s'expliquer. Et non, ben, monsieur Pierre Coutenier, avocat général, il nous a reproché d'avoir fait appel. Voilà, ça montre la capacité de nuire de ces personnages, de ces voyous. Alors, monsieur Pierre Coutenier, je vous dis en face, vous êtes un voyou, un magistrat criminel indigne de porter votre robe. Et justement, l'avocat Olivier Maurice, le grand ténor du barreau qui est dans toutes les affaires médiatisées, l'affaire Karachi, l'affaire Mohamed Merah, l'affaire de la scientologie, il avait indiqué dans ses écritures, les consorts Villano n'ont manifestement pas compris le sens de leur condamnation. Mais moi, je lui ai fait donc un mail à cet avocat Olivier Maurice, cet avocat mafieux, escroc au jugement, qu'il a oublié la présomption d'innocence. Alors pour un avocat digne de ce nom, c'est très très grave. C'est une atteinte à la présomption d'innocence. Et il me semble que c'est cet avocat qui, il y a quelque temps de cela, avait défendu un avocat, l'avocat Junca, qui était victime justement, qui se disait victime, parce que je préfère prendre des précautions parce que je ne connais pas ce dossier, mais il se disait victime des magistrats d'Avignon. Et donc, il s'était présenté en justicier et il critiquait donc l'attitude de beaucoup de magistrats et en particulier à l'époque dans ce dossier les magistrats d'Avignon qui je veux dire, rendaient une justice, voilà, en dehors des clous, qui ne respectaient pas les lois, et donc il était parti en guerre contre les magistrats d'Avignon. Il défendait l'affaire Junca. Donc voilà, cet avocat, il avait dit dans ses écritures, les consorts Villano n'ont pas compris le sens de leur condamnation. C'est également cet avocat, je précise, qui a dernièrement saisi la Cour de révision dans l'affaire Dany Le Prince. Alors, si les gens ne se rappellent pas de l'affaire Dany Le Prince, c'est ce justiciable qui avait été accusé dans cette affaire au Mans, qui avait été accusé d'avoir tué toute sa famille. On l'appelait le boucher, voilà, c'était Dany Le Prince, l'affaire Dany Le Prince. Donc, cet avocat, monsieur Olivier Maurice, là, s'il regarde la vidéo, de toute façon, je vais lui envoyer le lien. Manifestement, il se contredit en permanence parce que c'est lui-même qui utilise la devise « crier la vérité pour que vive la justice ». Ouais. Donc, c'est lui qui a fait dernièrement une requête pour demander la révision de ce procès pour son client Dany Le Prince et qui maintenant nous reproche donc d'avoir fait appel devant la cour d'appel de Nîmes pour crier la vérité, pour que vive la justice. Nous dénonçons un scandale judiciaire, nous dénonçons les forfaitures des uns et des autres, les pratiques mafieuses des magistrats,
Et cet avocat, dit tout et son contraire. Alors, il défend Dany le Prince. Il fait une requête de, je ne sais plus, 130 pages, je ne sais plus, plus d'une centaine de pages devant la cour de révision, qui défend l'avocat Junca à Avignon, qui critique les magistrats en disant qu'ils ont des pratiques plus que critiquables, et il critique donc des justiciables comme nous qui faisons appel à la justice pour crier justement la vérité, pour que vive la justice. Donc c'est assez quand même édifiant. Ces avocats qui en font leur fonds de commerce pour brasser des milliers d'euros, gagner de l'argent sur le dos des justiciables, et qui après font le contraire, voilà, ils se contredisent en permanence. Donc ça, c'était à souligner. Donc l'affaire Dany le Prince et l'avocat Junca. Donc concernant l'audience qui s'est tenue donc le mardi 13 juin devant la cour d'appel de Nîmes, donc nous avons été entendus en dernier. Bien évidemment, comme tu t'en doutais, Christophe, le contradictoire, il s'en contrefiche éperdument. L'article 6 de la CEDH, il s'en fiche éperdument, par-dessus la jambe. L'article 16 du Code de procédure civile qui impose aux magistrats de faire respecter le contradictoire, par-dessus la jambe, ils s'en contrefichent. Ils ont devant eux les codes, le code pénal, le code civil devant eux, mais en fait, ils s'en contrefichent pas mal. Je ne comprends pas pourquoi ils mettent le code pénal, le code civil devant eux, parce qu'ils le violent en permanence. Donc voilà, mardi, c'était encore une nouvelle fois une mascarade de justice, tout un cinéma. Voilà. Les avocats, par contre, eux, ils ont pu s'exprimer. Donc, maître Chabot, Jean-Marie Chabot, l'avocat du mandataire, il a fait son cinéma, sa plaidoirie pompeuse qui creuse. Enfin, sans rien, ça c'est bâtonnier, ça se dit grand avocat, mais voilà, il n'y a rien, c'est creux, c'est vide. L'avocat de la juge d'instruction, maître Olivier Maurice du barreau de Paris, n'était pas présent ce jour-là. Donc, il a envoyé son sbire, voilà, son sbire, un petit jouvenceau boutonneux, voilà, un petit boutonneux, 25-30 ans, Timothée Bélanger. Timothée Bélanger, donc c'est son bras armé, un petit jouvenceau de nul. Il faut appeler, il faut appeler un chat, nul. Il n'a pratiquement rien dit, voilà, il n'a fait aucune plaidoirie, voilà, ce sont des minables. Nous avions beaucoup de choses à dire, et bien évidemment, de toute façon, ils savent que nous sommes des gens courageux, ils savent que nous sommes des gens combattants, que nous n'avons peur de rien, que nous irons au bout de ce combat. Et bien évidemment, la publicité des débats, ils évitent parce qu'ils savent que nous sommes des soldats de l'injustice. Ils savent que nous n'avons pas peur, ils savent que nous irons jusqu'au bout, ils savent que nous avons des arguments, ils savent que nous n'avons pas peur, que nous les dénonçons, que nous montrons leurs photos, que nous disons ce qu'il en est, que ce sont des mafieux, des criminels, des escrocs au jugement. Donc, ce jour-là, voilà, ils nous ont pas laissé parler, ils ont porté atteinte à nos droits fondamentaux. Nous n'avons pu rien dire. Madame la présidente Nadine Moutet, une mafieuse, Nadine Moutet, c'est la présidente, c'est la présidente de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Nîmes. Qui est Madame Nadine Moutet? Nadine Moutet, c'est une magistrate qui est déjà bien connue. Elle était à un moment donné en couple avec le commissaire de police André Mühlberger, qui était affecté auprès du prince Albert de Monaco. André Mühlberger, voilà, et qui est mort dans des conditions plus que suspectes. Parce que ce commissaire de police, il fricotait avec
avec la mafia, donc il était, tout en étant avec cette magistrate Nadine Moutet qui nous a donc jugé entre guillemets, donc mardi 13 juin, Nadine Moutet. Donc il était en couple avec cette magistrate, mais il fricotait avec des mannequins, avec une mannequin biélorusse, et il fricotait avec des hommes d'affaires venus de l'Est, avec la mafia des pays de l'Est. Et bien évidemment, au bout d'un moment, quand on met son doigt dans le trou, qu'on gratte, on finit par se faire piquer. Quand on met son doigt dans des choses plus que douteuses, quand on fricote avec la mafia, eh bien, il arrive ce qui doit arriver. Donc, ce commissaire de police, donc il est mort en 2013, en été 2013, manifestement, il a été assassiné. Donc voilà, c'était le compagnon de Madame Nadine Moutet. Donc encore Monaco qui fait encore parler de lui. Voilà. Donc voilà, ça montre, je veux dire, que cette magistrate est loin d'être une personne, voilà, qui, je veux dire, qui porte sa robe avec loyauté et dignité. Quand on va danser des rocs endiablés à Monaco avec des milliardaires et qu'on boit du champagne à gogo, voilà, déjà, ça montre déjà que, voilà, parce que je suis désolée, mais comment dire, les obligations déontologiques des magistrats sont rappelées quand même. Hein. Il y a une déontologie des magistrats et les magistrats donc sont tenus d'avoir, je veux dire, une certaine décence dans leur vie privée, dans leur vie professionnelle, bien évidemment. Mais ça, ils s'en contrefichent pas mal, ils violent les lois ouvertement. Et puis dans leur vie privée, ils ont quand même une certaine retenue à avoir, une certaine décence. Et voilà, donc on ne va pas danser des rocs comme ça endiablés, même si danser des rocs endiablés, comme diront certains, il n'y a aucun mal à danser des rocs endiablés. Mais quand on est un magistrat digne de ce nom, qu'on porte la robe, il y a quand même une certaine solennité à avoir. Je veux dire, on ne va pas dans des boîtes de nuit boire des champagnes, boire des champagnes à ne plus au boulot. On va pas danser sur les pistes de danse, se trémousser dans tous les sens comme des danseuses du Crazy Horse ou des danseuses de boîte de nuit. Voilà, on a une certaine tenue. Je rappelle que quand les justiciables assistent à une audience, il y a la sonnerie qui retentit et on leur dit la cour. Donc tout le monde doit se lever. Donc il y a une certaine solennité qui est à respecter. Donc on demande aux justiciables de respecter la justice. Et après, ces magistrats vont voler, quand on en avait eu des exemples comme ça, quand on avait eu le magistrat Olivier Bailly qui avait proposé sa fille sur un site de rencontres sexuelles à Dijon. Il y en avait un à Angoulême qui se masturbait en pleine audience. Un autre, Didier Durand, à Nîmes, justement, qui avait volé 20 € à son collègue pour s'acheter un sandwich SNCF. Donc, c'est pitoyable, messieurs, mesdames les magistrats. C'est pitoyable. Et moi, je peux vous dire là, en face, avec solennité, des magistrats de votre acabit, je ne les respecte pas. Je respecte des magistrats, des greffiers, des avocats, des huissiers intègres qui appliquent la loi, qui tiennent compte des pièces et pas des magistrats de votre acabit qui violent les lois, qui se masturbent, qui volent, qui violent. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour parler de Madame Nadine Moutet, pour parler de cet avocat général Pierre Coutenier qui s'est permis de nous faire la leçon, de nous faire passer pour des délinquants, alors que nous sommes des honnêtes justiciables. Je précise quand même que ce jour-là, le mardi 13 juin, nous étions donc les derniers à être entendus et toutes les affaires qui ont précédé, qu'est-ce que c'était? C'était des conduites sous l'emprise de l'alcool, trafic de stupéfiants, des personnes qui avaient
une bagarre générale où il y avait une personne qui avait été sérieusement blessée. Donc, voilà, nous étions au milieu de toute une faune de délinquants, alors que nous sommes victimes et nous sommes des honnêtes gens. Donc, voilà, la justice de ce pays, voilà, du jour au lendemain, vous n'avez jamais eu affaire à la justice et vous vous retrouvez devant un tribunal mélangé au milieu de délinquants, au milieu de trafiquants, au milieu de gens qui ont vendu de la coke, au milieu des gens qui font des go-fast, au milieu de gens qui font des cambriolages, et vous vous demandez ce que vous faites là. Voilà. Ouais, alors qu'au départ, vous aviez saisi la justice parce que vous étiez victime et vous demandiez l'application de la loi, l'application, je veux dire, des textes, et que les criminels soient punis. Ben non. Maintenant, ce système-là fait que si vous osez vous plaindre d'avoir subi une escroquerie, ou comme les mamans qui ont subi des enlèvements d'enfants, ben, vous vous retrouvez incarcéré, vous vous retrouvez jugé, vous vous retrouvez condamné, vous vous retrouvez spolié. Donc, ce jour-là, le jour de l'audience, donc Maître Olivier Chabot, qui est donc l'avocat de Christian Ripert, le mandataire judiciaire véreux et mafieux, s'est permis de remettre en cause l'expertise psychiatrique. Alors, que dit l'expertise psychiatrique? L'expertise psychiatrique, pour une fois, il faut quand même le soulever, le relever, c'est assez quand même tellement rare qu'un expert judiciaire va dans le sens de la victime et dise les choses avec intégrité, honnêteté. Donc, ce psychiatre, donc je le nomme quand même parce qu'il faut retenir son nom. Quand il y a des gens qui font leur travail, il faut le dire. Et quand il y a des gens qui ne font pas leur travail, il faut les dénoncer. Donc là, ce magistrat, donc, le docteur Roland Bonacieux. Roland Bonacieux, qu'est-ce qu'il avait dit, Roland Bonacieux? Il avait dit tout simplement que nous étions des gens équilibrés, que nous n'avions aucun problème psychiatrique, que nous n'étions pas des affabulateurs et que nous retrouverions notre calme que si la justice était rendue. On ne peut pas mieux dire. On ne peut pas mieux dire. Si nous étions rétablis dans nos droits. Voilà. Donc, pour une fois, il faut quand même le comparer à l'expert mafieux Jean-Christophe Nozière, on peut dire que ce psychiatre a fait son travail avec loyauté et impartialité. Donc, il indique à un moment donné que les consorts Villano sont des gens qui ne sont atteints, qui ne présentent aucune pathologie psychotique, schizophrénique. Ils ne sont pas affabulateurs, ils ne sont pas bipolaires, ils sont tout à fait équilibrés. Ils sont, comment il dit ça? Il dit que nous irons jusqu'au bout. Il le dit. Il relève bien que nous irons jusqu'au bout. Et effectivement. Alors, cette expertise psychiatrique, comme maintenant, elle ne va pas dans leur sens, donc jusqu'à maintenant, ils ne l'ont jamais contestée. Ils s'en sont servis, bizarrement, en la déformant, bien évidemment, en disant que nous étions des individus dangereux, alors qu'à aucun moment donné, Roland Bonacieux n'en fait état. Il dit au contraire que nous ne sommes pas des gens dangereux et que nous voulons appliquer, nous demandons l'application de la loi par des moyens légaux. Voilà. Donc, ils l'ont interprété en première audience quand nous sommes passés devant le tribunal correctionnel. Mais maintenant, avec le temps, ils se sont dit finalement, cette expertise était un petit peu trop favorable pour les consorts Villano. Donc maintenant, ils n'ont pas demandé à ce stade-là de contre-expertise, mais maintenant, ils commencent à la contester. Donc dernièrement, l'avocat Jean-Marie Chabot, donc l'avocat de Maître Christian Ripert, le mandataire judiciaire, cet avocat escroc au jugement mafieux, Maître Chabot, je vous le dis en face, vous êtes un avocat mafieux, un escroc au jugement et nul, parce que votre plaidoirie, c'est ça, c'est vide. Et un menteur en plus, un menteur.
Donc cet avocat Chabot, Jean-Marie Chabot du barreau de Nîmes, méprisant, condescendant, a dit que l'expertise psychiatrique qui avait été menée par Roland Bonacieux et finalement est à remettre en cause. Donc à ce stade-là. Donc finalement, le docteur Bonacieux s'est trompé parce que les consorts Villano sont des gens dangereux, et en particulier Madame Villano. Donc il a demandé à la Cour un internement. Un internement de Madame Villano. Alors je rappelle à cet avocat que Madame Villano est une personne tout à fait stable. J'ai les épaules bien solides, les pieds bien sur terre. J'ai fait des études de droit. Je suis une femme responsable, une femme équilibrée, une femme intelligente, voilà, qui a beaucoup de discernement, voilà. Et donc, je ne suis pas une criminelle. Je demande l'application de la loi. Et cet avocat, donc, a remis… Pardon? Fais attention, Cécilia, parce que ils peuvent être aussi en abus pour les placements psychiatriques, hein, faut le savoir. Hein. Tout à fait. Mais c'est ce qu'ils veulent faire, exactement. Ils ont ce pouvoir-là. Moi, je suis en train de défendre une femme avec qui j'ai fait des vidéos. Elle défendait sa cause, elle défendait une communauté. Depuis 2 jours, elle est en asile psychiatrique. Oui, je sais, c'est ce qu'ils font, c'est leur technique. Et j'ai été obligé de contacter l'ambassade de son pays pour que ce soit l'ambassade qui intervienne. Parce qu'ils ont monté des faux en écriture. Bien sûr, c'est ce qu'ils sont en train de faire, bien évidemment. Je veux dire, ils connaissent, ils savent que nous sommes des combattants et que nous irons jusqu'au bout. Donc maintenant, ils utilisent tous les moyens. Donc maintenant, ils remettent en cause l'expertise psychiatrique. Donc c'est pas possible. Jusqu'à maintenant, ils l'ont pas contesté, ils n'ont pas demandé une contre-expertise. Mais maintenant, ils me font passer pour une dingue. Moi, équilibrée. Et comme j'expliquais, en particulier, moi. Parce que, de toute façon, ils savent que tous les deux, nous irons jusqu'au bout, nous ne nous laisserons pas faire. Mais comme ils savent que les écritures, les conclusions, c'est moi qui les fais, les courriers à Maître Christian Ripert et à Madame Constance de Franceschi, le mandataire mafieux et la juge d'instruction mafieuse et criminelle, ces 2 criminels, c'est moi qui leur ai écrit, je l'ai toujours reconnu, revendiqué. Moi, je ne suis pas une lâche, je suis une femme courageuse. J'ai toujours dit que c'était moi qui avais écrit les courriers. Donc, maintenant, ils remettent en cause mon intégrité psychique, mon équilibre psychologique, et ils veulent me faire interner. Mais il est hors de question que je me laisse faire. Je ne me laisserai jamais faire. J'ai déjà quand même cette expertise qui a été faite dans le cadre judiciaire. Elle est là. Voilà. J'ai d'autres expertises que j'ai demandées par des experts, d'autres experts psychiatres qui reconnaissent que je suis une femme totalement équilibrée. J'ai mon médecin qui me suit depuis des années, qui sait que je suis une femme équilibrée, responsable, mature et courageuse, et que j'irai jusqu'au bout. Donc, ils utilisent tous les moyens. Voilà où ils en sont maintenant. Donc, Jean-Marie Chabot, donc l'avocat de Maître Christian Ripert, s'est permis donc de remettre en cause. Et donc, c'est ce qu'ils veulent. Donc, ils nous ont empêchés donc de nous exprimer. Donc, on n'a pas pu faire valoir nos arguments. J'ai indiqué à Madame Nadine Moutet, la présidente donc de la chambre correctionnelle de la cour d'appel, qu'il y avait des faux en écriture. Elle a balayé, elle a fait comme si elle n'avait pas entendu. Je lui ai rappelé que je lui avais adressé une plainte. Elle a fait mine de l'avoir jamais reçue, alors que j'ai l'accusé de réception. J'ai envoyé en recommandé. Donc, voilà. Alors, elle me dit, non, mais moi, je n'ai pas à être destinataire de la plainte, sauf que Madame Nadine Moutet, je vous rappelle qu'il y a une plainte qui est déposée pour faux, usage de faux et escroquerie au jugement. Donc, vous ne pouvez pas nous condamner sur des faux en écriture authentique et publique. Ce sont des faux en écriture, des procès-verbaux
qui ont été donc faits par le commandant de police Serge Salté de Sablé, comme j'expliquais dans la précédente vidéo, pour prétendre que Madame Constance de Franceschi avait déposé plainte le 25 novembre 2020, alors qu'en réalité, elle n'a jamais déposé plainte puisqu'il y a eu X manipulations sur les PV. Et tout à l'heure, Benoît t'expliquera un peu plus en détail les manipulations qu'il y a eu sur les PV. Donc voilà, donc Madame Nadine. Parce que Benoît, il doit intervenir. Oui. Il voudrait dire quelques mots sur les procès-verbaux. Un petit peu plus. Attention, parce que là, je voudrais qu'on reste dans le créneau d'1 heure, hein, maximum, l'émission. Oui. Autrement, écoute, je vais faire ma petite conclusion et puis après ça viendra à lui. Donc voilà, donc ils ont remis en cause donc l'expertise psychiatrique. Donc l'avocat Chabot, méprisant, condescendant, il n'a rien dit dans sa plaidoirie, uniquement remettre en cause. Il a fait référence à cette affaire qui a eu quelques années, là, il y a 3 ou 4 ans en arrière, où un justiciable qui était manifestement victime de cette juridiction qu'on appelle à très juste titre la boucherie judiciaire, donc la juridiction de Nîmes, qui a quand même la réputation d'être impitoyable. Donc, il a fait référence à ce justiciable qui était, me semble-t-il, de mémoire, notaire dans la région du Vaucluse, ou je ne sais plus, dans le Vaucluse, me semble-t-il, et il était victime manifestement des agissements de magistrats. Et donc, il s'était rendu donc au tribunal. Il avait laissé une lettre donc dans son véhicule et il était venu au tribunal de Nîmes. Il voulait régler le compte de magistrats mafieux de Nîmes. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. S'est-il suicidé? A-t-il été suicidé? Bon, on n'en saura pas plus. Donc voilà. Et les journalistes avaient dit par la suite dans l'article que la lettre n'avait pas été retrouvée. C'est assez curieux, mais bon, la lettre qu'il avait laissée dans son véhicule n'a pas été retrouvée. Donc, ce magistrat, cet avocat Jean-Marie Chabot, donc il a fait référence à ce justiciable comme si nous étions des criminels capables de venir dans un tribunal armés, tuer des magistrats. Je rappelle à tous ces magistrats, à tous ces avocats, à tous ces mafieux, que si nous avions envisagé de régler des comptes comme ils disent, ben, je pense que nous l'aurions déjà fait. Nous sommes des justiciables honnêtes, intègres, et nous utilisons les moyens légaux. Et l'autre fois, justement, le mardi, quand nous sommes passés devant donc, la chambre correctionnelle de la Cour d'appel, le magistrat, l'avocat général Pierre Coutenier s'est permis de dire que ces justiciables n'ont qu'à utiliser tous les moyens légaux. Mais je rappelle à ce magistrat que jusqu'à présent, nous utilisons tous les moyens légaux. Mais chaque fois que nous déposons des plaintes, elles sont classées. Chaque fois que nous déposons une constitution de partie civile, il y a un non-lieu, ou alors on nous demande des consignations de 3 000, 4 000 euros. Donc, je veux dire, ils font obstacle à la justice. Donc, c'est mécanique. Donc voilà, donc il a prétendu que nous étions donc des gens dangereux, qu'il craignait pour la sécurité des magistrats, alors que loin de nous cette pensée. Je veux dire, moi je suis pas une criminelle, je suis pas une justicière à venir avec un flingue dans un tribunal. Je suis une femme responsable. Voilà. Par contre, je dénonce la mafia et je laisse des traces par mes vidéos, par mes écrits, parce que je sais que incontestablement, tôt ou tard, tout ça va cesser. Tout ça va cesser. Ces escroqueries au jugement à répétition, ces placements d'enfants, ces spoliations, ces escroqueries au jugement, ça devra cesser. Parce que maintenant, avec les moyens que nous avons, nous dénonçons. Et je répète encore une fois, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que des complotistes. Il y a des gens sérieux, il y a des gens équilibrés comme nous qui fonctionnons avec des pièces, avec des documents. Donc voilà. Donc
Voilà, ça s'est très très mal passé, donc nous n'avons pas pu plaider notre dossier. Je rappelle aussi quand même un point important, quand nous avons pu soulever, parce que nous n'avons plus rien à dire, quand nous avons fait référence au jugement du précédent juge Mathieu Escroc au jugement qui avait indiqué que nous avions l'interdiction d'approcher des mineurs, Madame Nadine Moutet, elle a dit oh ben que non, nous avions mal compris parce qu'en fin de compte, il ne faut tenir compte que de ce qui est écrit en caractère gras. Alors que dans la décision, dans le jugement, il est indiqué interdiction d'approcher des mineurs. Comme je le précise, je l'ai indiqué la dernière fois, pour un dossier d'ordre financier. Elle a dit que non, nous avions mal compris, c'est une erreur d'interprétation de notre part. Voilà, c'est pour montrer le vice de ces gens-là, le vice. Mais c'est du faux en écriture, en fait. Hein. Exactement. Ça pourrait même casser le jugement, en fait. Hein. Tout à fait, parce que il y a des erreurs matérielles, il y a des vices de procédure. C'est plus que matériel. Je pense que c'est plus que matériel, tout à fait. Mais là, de toute façon, toute la procédure tombe, puisque ne serait-ce que la citation qui n'est pas signée, pas tamponnée, pas le nom du magistrat, et les procès-verbaux, et l'enquête qui est totalement viciée, parce qu'elle a été menée par Philippe Guémas, le même procureur qui s'est déchargé. Donc l'enquête, elle est totalement en charge. Donc voilà. Donc voilà. Donc l'arrogance continue, et puis le délibéré sera rendu le 6 juillet. Mais de toute façon, on sait très bien, et nous l'ont fait comprendre, que de toute façon, ils vont nous condamner. Ils vont continuer. L'escroquerie continue. Il y a déjà eu une première escroquerie au jugement. Et donc, l'escroquerie va continuer. Donc, voilà. Donc, je rappelle à cette juridiction que nous ne sommes pas les seuls, parce que des dossiers déjà sur Nîmes, il y a Laurette Trintignant que j'indiquais tout à l'heure. Il y a Madame Caroline Touraine qui a été spoliée de 6 millions d'euros par toute cette mafia donc de Nîmes. Il y a aussi une affaire quand même qui est assez édifiante qui est dans le Vaucluse de Monsieur Kaïs El Anachi, donc qui a raconté, qui a déjà fait des vidéos sur son affaire. Donc ça implique la juridiction d'Avignon et la juridiction de Nîmes. Donc il y a des dossiers. Ça commence à s'accumuler, et ça commence à faire beaucoup. Donc voilà. Donc voilà. J'aurais encore des choses à dire, mais bon, je vais laisser Benoît venir s'exprimer. Voilà. Bon, il va venir allez, Benoît, il va faire la conclusion avec toi. Il vient avec toi? Non, il est avec toi? Oui. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Benoît. Bon, alors. Je suis Benoît Villano, hein, voilà. Cécilia, c'est mon épouse. Donc comme elle te l'a expliqué, on est dans cette histoire parce qu'on a voulu en fin de compte construire une maison. Et là, en fin de compte, c'est l'engrenage judiciaire. Et là, quand tu vois que on est jugé en fin de compte sur des faux procès-verbaux. Comme là, on a la juge d'instruction, moi je vais te l'expliquer peut-être un petit peu mieux que ce qu'a fait Cécilia. La juge d'instruction a déposé plainte et donc les gendarmes de la brigade de recherche d'Apt ont eu le procès-verbal de soi-disant du dépôt de plainte de Madame Constance de Franceschi, la juge d'instruction. Et ce procès-verbal, donc les gendarmes l'ont transmis au procureur de la République. Le procureur de la République, M. Guémas, a eu ce procès-verbal entre ses mains et Maître Olivier Maurice, l'avocat de la juge d'instruction, en date du 9 février 2021, a le même procès-verbal avec le même numéro, sauf que ce procès-verbal a été modifié entre-temps. Donc c'est un peu bizarre. Encore si ça avait été modifié, enfin je sais pas, peut-être des signatures comme on nous a dit que c'était des problèmes de scan, mais là c'est carrément des paragraphes qui ont été supprimés ou qui ont été rajoutés. Donc là c'est plus des problèmes de scan. Donc Monsieur Maurice écrit au procureur en joignant le PV de dépôt de plainte de Constance de Franceschi, qui n'est pas le même que ceux qu'ont les gendarmes en début d'enquête. Ce même procès-verbal
est transmis à la police judiciaire de Montpellier. Et comme par hasard, ce procès-verbal n'est pas le même que celui que détient Olivier Maurice, l'avocat de la juge d'instruction Constance de Franceschi. Et en fin d'enquête, Christophe, en fin d'enquête, on retrouve un 4e procès-verbal qui n'est pas encore le même que celui que détient Maître Olivier Maurice, l'avocat de la juge Constance de Franceschi. Après, on va nous dire que nous sommes des complotistes, des affabulateurs. Ben non, 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 il y a quelque chose qui ne va pas. On ne sait pas qui a modifié tous ces PV, par quel intermédiaire, les procureurs, le procureur Guémas, le procureur Morel, ça on ne sait pas. Est-ce que, Benoît, tu as la copie des 4 PV différents? Oui, oui, on a la copie des 4 PV différents, puisque nous… Est-ce que ça vous intéresse que je fasse un montage vidéo des 4 PV pour les publier? Oui. Ah oui, 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 tout à fait, Christophe, tout à fait, tout à fait. Comme ça, ce que je pourrais faire, si Cécilia me les envoie en version PDF dans l'après-midi, comme je vais publier la vidéo que demain, à la fin de cette vidéo-là, je peux intégrer un clip avec les 4 vidéos, avec les 4 PV. C'est une très bonne idée. Excellent, voilà. Excellent. Comme excellent. ça, les gens, ils auront lecture de ça, en fait. Tout à fait. Parce que nous, Christophe, on n'a rien à se reprocher, on n'a rien à se reprocher. Le problème, c'est que… Je n'en doute pas un instant. Le problème, c'est qu'on nous condamne, je veux dire, ces gens nous condamnent, alors que c'est eux qui sont dans toute illégalité. Ces gens sont en toute illégalité, mais on te fait porter le chapeau. Et regarde, Christophe, comment veux-tu que ça marche? Tu es jugé en première instance, je veux dire, au tribunal judiciaire de Nîmes. Tu fais appel, tu vas en appel dans la cour d'appel, dans le même tribunal, tu vas dans la cour d'appel de Nîmes, dans le même tribunal, c'est-à-dire que le juge qui a rendu en première instance sa décision, tous les matins, tous les soirs, dans les couloirs, il va croiser la juge qui en appelle, il va lui faire la bise, ils vont manger ensemble. Comment veux-tu qu'en appel, la juge te condamne, aille contre son confrère? C'est pas possible. Il existe une méthode qui s'appelle le dépaysement. Encore faut-il que le dépaysement se fasse pas dans une juridiction où il y a des complicités à l'identique. Oui. Parce que moi, je te donne un exemple. Je te donne un exemple pour que tu comprennes de ce que je dis là. Moi, j'avais travaillé sur un dossier où la victime, elle était en Meurthe-et-Moselle, d'accord, en Lorraine, d'accord. Sauf qu'il a eu le droit d'avoir un dépaysement. D'accord? C'était l'accusation d'un mandataire liquidateur judiciaire. Ça a été dépaysé. On est passé de la Lorraine en Alsace. Or, l'essentiel de la famille du mandataire judiciaire, elle était en Alsace. Et toutes les complicités qui existaient en Lorraine, elles existaient aussi en Alsace. Tu vois? C'est aussi simple que ça. Oui. Là, c'est le même bâtiment. C'est le même bâtiment. C'est le même bâtiment. La proximité. Donc, c'est pour ça que si Cécilia, elle m'envoie les 4 PV, je m'amuserai à les numériser, à les séquencer, d'accord, et à les publier. Et ça va vous servir de preuve pour éviter qu'on vous attaque en diffamation. D'accord? Ah ben il n'y a pas de problème. Tu vois, Christophe, nous, on a réussi à voir ça parce qu'on se défend tout seul. Donc, nous, on a accès à notre dossier. Donc, le dossier, nous, on l'a. C'est pour ça qu'on l'a vu. Mais quelqu'un qui fait appel à un avocat, mais jamais un avocat, il va trouver ce système. Jamais un avocat, il aurait vu qu'il y avait les 4 PV qui avaient été modifiés. Jamais de la vie. Mais pourquoi on l'a vu? Tout simplement parce que nous, on connaît notre dossier et on se défend tout seul. Donc, on a regardé toutes les pièces. Et là, à un moment, on s'est dit, mais regarde, c'est pas le même, c'est pas les mêmes PV. Comment les gendarmes en début d'enquête, ils peuvent avoir un PV? Et je veux dire, l'avocat de la juge n'a pas le même PV. Et en fin d'enquête, on n'a encore pas le même. C'est hallucinant, quoi. Ça s'appelle de l'escroquerie à jugement organisé, en fait. C'est tout simple. Alors, moi, ce que je vais dire, parce que là, Benoît, on arrive au terme de mon horaire, d'accord? Oui, tout à fait. Ce qu'on va faire, quand il y aura le jugement qui aura été rendu au mois de juillet, si vous relevez ce qu'il faudra faire, c'est une émission sur tous les mensonges qui sont intégrés dans le jugement. Et faire exclusivement une émission sur les mensonges qui sont écrits. D'accord? Ça sera l'épisode 4, mais ça pourra vous rendre service.
OK? Donc là, ce que je vais Tout à faire, fait. bon, on va arriver au terme, je vais envoyer le générique, mais dans le montage, avant le générique, je ferai une coupure et j'intégrerai le montage vidéo que je vais faire des 4 PV que vous m'envoyez. D'accord? D'accord. On D'accord. fait comme ça, et de toute façon, s'il y a Merci un autre beaucoup, Christophe. s'il y a un autre épisode à faire, ne vous inquiétez pas, on saura le faire. On fait comme ça? On est Ah ben d'accord? oui. Oui, oui, tout à Hein? fait. Merci, Christophe. Bon, Merci, Christophe. j'envoie le générique de fin et je vous dis à très bientôt. OK? À On bientôt, est pile. Christophe, et à bientôt à tous. Merci, D'accord. au revoir. Salut, à bientôt. Christophe, est-ce que tu permets juste une conclusion, Ouais. Christophe? Je tiens quand même à préciser que j'ai appelé l'attention de Monsieur Christophe Soulard, qui est le premier président de la Cour de cassation, ainsi que Monsieur François Molins, procureur général auprès de la Cour de cassation, à qui j'ai produit les 4 procès-verbaux ainsi que la plainte. Donc, c'est les 2 plus hauts magistrats. Donc, j'appelle leur attention et leur acuité sur cette affaire. Bon, eh ben en plus, moi Merci. je publierai les 4 PV, donc ça sera complémentaire. OK? D'accord? Merci beaucoup. Merci, Christophe. Au revoir à tous. Au revoir à tout le monde. Salut, Merci. à Au bientôt. revoir. À bientôt. À À bientôt. bientôt.
Entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades.